On s'est laissé sur la conscience émotive, Oui. la conscience mentale, mais ces deux consciences-là font-elles partie d'une même conscience unitaire? Comme tout à l'heure, on parlait des mots, c'est toujours dangereux de définir plusieurs choses avec le même mot. Bon. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'état de conscience, ça veut dire un état d'éveil spontané à un phénomène qui se passe dans un moment vivant, un moment immédiat. Alors moi, je peux prendre conscience que j'ai faim. C'est quelque chose que je vis dans un... OK, c'est une conscience qui est émotive, c'est une conscience quand même qui... Qui est émotive ou intelligente? c'est-à-dire que la prise de conscience même que j'ai faim va être beaucoup plus assujettie à l'émotivité qu'à l'intelligence. Par contre, je peux prendre conscience mentalement, intelligemment, à un moment donné, qu'il faut que je mange. Parce que mon corps va en avoir besoin. C'est pas nécessaire que j'aille faim pour ça. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas mangé, je sens pas ma faim. Je vais moi-même pallier au manque d'appétit par l'intelligence, c'est-à-dire je vais m'organiser pour manger. La conscience globale, ben, c'est quoi être dans un état de conscience? Ben, c'est un terme qui est très proche de la spiritualité ou de la philosophie. C'est la conscience même, l'état de conscience suprême, c'est un état qui englobe tous les états de conscience qui sont échelonnés sur différentes sortes de vibrations, différents corps, pour prendre des termes ésotériques. Mais c'est un terme dangereux parce que si on parle d'un état de conscience où l'être est conscient de tout, donc l'être est tout, euh, n'importe quel individu qui a accédé à un certain niveau de conscience, une conscience qui va être astrale, mémorielle, émotive, une conscience qui va être mentale, intellectuelle, une conscience qui va être mentale supérieure ou supramentale, n'importe quel de ces échelons-là peut entraîner l'individu à se croire dans un état de conscience global ou total. Quand Alors, vous dites peut se croire, oui, c'est simplement que certains individus vont penser qu'ils sont en contact avec Dieu. Ils peuvent être seulement en contact avec leur mémoire. Certains individus vont croire, d'accord, euh, avoir des dons, vont se croire dominateurs, vont se croire, mais souvent l'homme va se croire dominé, va se croire petit. Alors, tu peux te croire dans le sens grand, tu peux aussi te croire supramental, en conscience supramentale. Tu peux te croire en conscience mentale, mais en réalité, c'est une conscience émotive. Quand tu dis que tel arbre est beau, c'est pas une réalité dans le sens réel du mot. C'est-à-dire que ce ne sera pas nécessairement une réalité pour tout le monde. D'autres perceptions, donc d'autres individus, peuvent trouver cet arbre-là laid. Alors toi, tu as une conscience émotive, qui peut perturber une réalité, sur une conscience mentale qui, elle, va dire, tiens, c'est un arbre. Elle va utiliser la mémoire du mot arbre, le vocabulaire. Elle va utiliser la mémoire pour s'en servir d'une façon qui est logique, une conscience mentale. mais elle n'ajoutera pas d'adjectif. Non, si la personne ajoute un adjectif, c'est qu'elle a une comparaison, automatiquement la conscience mémorielle, c'est-à-dire qu'il y a une parcelle de sa mémoire qui revient, et puis qui va rentrer en confrontation avec la perception de l'immédiat. C'est un arbre, l'image d'un arbre vient. Là, en comparant, tu vas dire c'est un arbre beau ou c'est un arbre laid. Mais là, automatiquement, tu es assujetti à ta conscience mémorielle, tu es contrôlé par tes émotions. Parce que l'émotion, c'est pas seulement l'émotion peut se vivre d'une façon très discrète, aller à très intense. L'homme souvent pense qu'une émotion, c'est quelque chose qu'il doit ressentir. Quand l'homme commence à ressentir une émotion, l'émotion approche du stade intense. Elle peut aller jusqu'à très, très intense, dangereusement intense. Que ce soit une émotion positive dans le sens polaritaire ou négative. Mais le fait même de comparer un arbre, de trouver un arbre beau ou un arbre laid, c'est relatif à la perception ou à la suggestion mémorielle qui va être amenée à la conscience de l'homme. Si je vois un arbre laid, je le trouve beau. Si je vois un arbre beau, je le trouve laid. Vous avez glissé un mot suggestion. Oui. On en revient encore à notre désir et à notre tapisserie, à notre arbre beau, notre arbre laid. Le désir, le phénomène de voir une chose, le phénomène qui fait, Qu'on désire quelque chose. oui, l'énergie derrière le désir, l'énergie qui nous fait, qui nous
pousse à faire une action Ouais. à travers un schéma dit que vous dites astral ou un schéma mémoriel. Cette énergie-là, d'où elle vient? C'est quoi le processus, le mécanisme qui engendre ça? L'homme a une mémoire. Cette mémoire-là, l'homme s'en sert quotidiennement, continuellement. Cette mémoire-là peut l'amener à penser. Elle va l'amener à réfléchir. Parce que si l'homme n'a pas de mémoire, l'homme ne peut pas réfléchir. L'homme réfléchit à partir des grégats de sa mémoire, à partir de mots qu'il a mémorisés, qu'il a appris, à partir de définitions, à partir de visualisation de formes. Si je pense à une auto, j'ai déjà vu une auto. Alors, la mémoire entraîne l'homme à penser, à réfléchir. Maintenant, la mémoire va amener continuellement à la conscience de l'homme, c'est-à-dire la conscience mémorielle, conscience émotive, des suggestions, c'est-à-dire des idées, des visualisations, des formes mémorielles. Et moi, dans mon vécu, j'ai continuellement une perception extérieure qui est réelle. L'extérieur est réel, la perception, comme tout à l'heure j'expliquais, peut devenir même très mensongère, mais quand même, on a une perception d'un réel qui va être amené à être comparé à un vomissement continuel de ma mémoire dans ma conscience. Alors, ce qui fait que si moi, je prends un exemple banal, mais le désir vient justement de là. C'est quelque chose d'inconscient qui, grâce ou à cause de la comparaison que ma conscience mémorielle va faire de deux perceptions, perception d'un réel, perception d'une mémoire. Alors, ce qui fait que si moi, je regarde chez le voisin et que le voisin a des beaux arbres, moi, je vais automatiquement avoir une ressurgence mémorielle de ma cour, de la cour du voisin qui va se comparer à la mienne. Je ne peux pas percevoir les deux en même temps. J'en perçois une ou j'en perçois l'autre. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, on peut percevoir tout le temps les deux en même temps, c'était loin, là, mais ça revient à peu près au même. L'attention se porte sur une ou sur l'autre, ce qui fait qu'il y a un travail, un processus interne qui va comparer les deux phénomènes. Alors, si dans sa cour, il y a des arbres, dans la mienne, il n'y en a pas, je vais donc voir sa cour avec les arbres, qui ça va être inconsciemment comparé à la mienne qui n'a pas d'arbres. Et à partir de cette comparaison-là, il y a une prise de conscience d'une différence entre les deux. Il y a un attachement d'importance à cette différence, selon le degré de ce qu'on regarde, là. Si tu es riche, moi je suis pauvre, l'importance de la différence peut être plus grande. Si tu es fort, moi je suis faible. Bon. Alors moi, je regarde le parterre de l'autre avec ses arbres. En même temps, ben, le mien vient s'en mêler. Il y a un conflit qui peut apparaître entre les deux comparaisons, entre les deux perceptions. Et je prends conscience qu'inconsciemment, c'est un fait, tu prends conscience inconsciemment qu'il y a une différence qui existe entre ces deux objets-là, c'est-à-dire celui qui est mémoriel et celui qui est vrai. Si je regarde la cour avec les arbres, je me dis, ma cour n'est pas comme ça. Alors, je me tourne vers la mienne. Là, j'ai la Là, mienne vous en vous dites, réalité, mais j'ai l'autre en mémoire et c'est un fait que là, je regarde l'autre. Bon, alors même si j'ai mes deux objets, là, ma mémoire continue continuellement à travailler. Et la comparaison, tu ne peux pas comparer un fait seul. Il faut deux faits. Les deux faits, bien, automatiquement, la comparaison ne se fait pas entre les faits mêmes. Ça se fait au niveau de ta tête. Tu as toujours deux perceptions et ils sont comparés au niveau de ta conscience. De là découle une différence. À partir de cette différence-là, selon tout le bagage psychologique que tu as eu au cours de ton évolution, de ton éducation, le désir va apparaître. Le désir de garder ta cour comme elle est, ou le désir de transformer ta cour, ou le désir de posséder, mais tout ça vient simplement d'un phénomène de comparaison. Le désir ne peut pas apparaître chez l'homme s'il n'y a pas une comparaison et une prise de conscience, donc, d'une différence. Il n'y a pas de désir sans ça. Si à un moment donné, tu désires avoir une auto, c'est parce que tu sais que le char existe, que toi, tu n'en as pas, et que tu peux en posséder une. En partant, tu as vu du monde, tu l'as appris. Et il y a toujours une différence qui apparaît suite à une comparaison entre un état qui peut être abstrait, subjectif, un état mémoriel, ou même deux états mémoriels, et un état qui peut être réel. Alors, ton désir vient simplement du fait que toi, observant que tu es mal habillé et sachant que tu peux t'habiller mieux, ou observant quelqu'un de bien habillé, tu vas faire une comparaison inconsciemment et automatiquement, tu vas trouver beau, tu vas trouver laid, le désir suit, il est juste là, puis attend la moindre petite faille de ton processus pour pouvoir surgir.
désir ne peut pas surgir s'il n'y a pas de comparaison. Le désir ne surgit pas sans comparaison. Non. Donc, c'est deux mémoires qui se rencontrent. Ou un phénomène réel. C'est deux perceptions C'est deux qui perceptions. peuvent être mémorielles ou réelles. Une mémorielle, une réelle. Bon, à cette heure, j'entrerai bien dans une question qui me vient à l'esprit. Où est la liberté de l'homme dans son action en rapport avec ça? Bon, c'est une question qui est vaste. C'est vaste, c'est long, c'est très complexe, mais c'est très réel. Oui, bien la réalité même, c'est que l'homme n'a pas de choix à l'intérieur d'un choix. C'est pas plutôt qu'il a un choix à l'intérieur d'un choix. Non, l'homme n'en a pas. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Oui. Si tu regardes deux objets, tu vas choisir, par exemple, l'un des deux objets et il y en a un que tu ne pourras pas choisir. Si tu dois choisir un des deux objets, bon, prenons le choix des gouvernements, tu vas voter, mais tu choisis pour le moins pire, tu ne choisis pas pour celui que tu veux, il n'est pas là. C'est un exemple banal. Si toi, tu achètes telle auto plutôt que telle autre auto, c'est un choix que tu fais. Un choix que tu calcules comme étant conscient. Un choix dans un choix. Oui, mais c'est quand même un choix qui va être entraîné par ta psychologie émotive, la beauté de l'auto, la couleur de l'auto, les formes de l'auto, le luxe de l'auto, et une partie mentale, intellectuelle va venir ternir le choix ou encore agréer le choix, la partie économique de l'auto, le prix de l'auto. Ça, c'est mental. Bon. Tu peux l'acheter quand même si ta partie psychologique, ta conscience psychologique est encore trop dominante. Tu peux quand même acheter une auto sur la finance pour aller la reporter 2 ans après. Bon. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que le choix que tu as fait qui est conscient, selon l'homme, selon toi, c'est un choix qui a été tributaire de tes goûts. Et tes goûts viennent de ton éducation. Tes goûts viennent d'un paquet de comparaisons, parce que 2 semaines après, tu peux être déçu de ton auto parce que tu en vois une qui irait encore plus. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, quel que soit le choix que l'homme fait, l'homme le fait à partir de bagages mémoriels qu'il a appris et des possibilités que la réalité peut lui offrir. L'homme prend toujours... L'homme n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix dans un choix, dans le fond, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix, puis l'homme ne fait pas un choix. Moi, je prends pas la marque Tamba, je prends pas Vigo parce que j'ai eu un paquet de phénomènes publicitaires. Donc... Est-il poussé inconsciemment à ce choix? Du fait... Oui, l'homme est poussé inconsciemment dans le fait que l'homme n'a pas le choix. C'est ça. Alors l'homme, si on peut dire, est poussé, mais c'est pas nécessairement par une intelligence qui veut le contrôler pour l'amener à une évolution. L'homme va arriver quand même à son évolution. Mais au niveau du choix, c'est l'intelligence mineure, émotionnelle, émotive, astrale qui va contrôler ce choix-là. Il va venir un temps, de toute façon, c'est que le mental de l'homme va arrêter d'être contrôlé par sa partie astrale, mais il va être contrôlé toujours par sa partie supramentale. Bon, il y a une question. Quelle est la différence fondamentale entre la psychologie contemporaine enseignée dans les universités par l'élite pensante de notre humanité et votre psychologie supramentale? Et je souligne que le vôtre est souligné en 2 traits. Ah ben c'est bien simple. Encore une fois, les questions portent leur propre réponse. C'est que ma, souligné avec 2 traits, là, vôtre, là, alors ma psychologie n'est pas une psychologie et ce n'est pas la mienne. Par contre, la psychologie contemporaine, elle, pourrait être soulignée avec 2 traits. Pour la simple raison qu'on peut, dans une psychologie contemporaine, une psychologie qui est appliquée aujourd'hui, on peut se rendre compte, premièrement, on peut s'astiner entre psychologues, on peut aussi s'astiner avec n'importe qui, ce qui fait que moi, non, c'est même pas important qu'une personne comprenne ou me croie. C'est pas une psychologie dans ce sens-là. Et puis la psychologie qu'on a, la psychologie contemporaine, c'est une psychologie qui est souvent teintée par tous les schémas mémoriels des premiers qui ont commencé à amener la psychologie. Tel Freud, Jung... Exactement. Alors la psychologie contemporaine est toujours basée sur ce qu'un tel a dit. C'est une mémoire, c'est pas nécessairement mauvais, sauf que ça brime souvent la perception ou la créativité que l'homme pourrait avoir dans une découverte d'une psychologie nouvelle. Alors, il vient un moment donné où c'est qu'au lieu de travailler sur les 151 peurs que l'homme peut vivre dans la psychologie contemporaine, peur de l'ascenseur, peur des chats, peur de mourir, peur de la peur, ben dans la psychologie plus applicable, qu'on souligne ici comme étant ma, mais qui n'est pas la mienne, c'est une psychologie tout court,
Au lieu de travailler sur les peurs et passer notre vie à vouloir guérir nos peurs, on peut travailler sur la peur, en comprendre les mécanismes profonds. Et puis, à un moment donné, la peur, c'est réglé. Alors, on n'a pas besoin de travailler sur tout ça. La psychologie contemporaine, c'est une psychologie qui est bonne. L'homme a commencé à avancer dans le domaine psychologique. Quand je dis l'homme, je parle quand même de la masse. C'est évident qu'à un moment donné, quand les premiers psychologues ont commencé à vouloir analyser l'intelligence de l'homme autrement que de par les livres bibliques ou les livres religieux, on a souligné leur vôtre avec 2 traits en disant c'est votre psychologie, étude de l'âme, ce que veut dire psychologie. Mais ces précurseurs-là avaient simplement entrevu des mécanismes dans l'homme et puis des phénomènes de cause et d'effet. Il y a quelque chose qui se passe dans l'homme, puis l'homme, il perçoit l'extérieur d'une telle manière, et puis quand l'extérieur change, la perception change dans l'homme. Mais pourquoi l'homme est assujetti à un phénomène extérieur? C'était une question. C'était pas parce que c'était les voies de Dieu. À un moment donné, une personne s'est dit, c'est parce qu'il y a des mécanismes internes à l'homme qui lui sont propres et qui l'obligent à agir sous différentes façons, sous différentes facettes. Alors, la psychologie de l'homme, la psychologie contemporaine, qui est quand même, on pourrait dire à l'époque de l'âge de pierre, de la psychologie, c'est une psychologie qui est bonne, mais de plus en plus, de toute façon, les psychologues vont agréer ce que certains autres personnes, psychologues supramentales, vu pour employer le terme. Tel Krishnamurti. Ah oui, Krishnamurti a été contredit pendant longtemps. Présentement, ses conférences, il est fait dans les universités. Une autre question aussi qui est posée. Sommes-nous manipulés par qui? Si on l'est, naturellement. Oui, c'est des questions. C'est ça, manipulé, que j'ai bien lu. Sommes-nous manipulés par qui? Alors, quand je vous dis que ça, c'est important, comment le mental de l'homme est rendu à un point tel où il peut s'en céder d'une façon absolument extraordinaire. Sommes-nous manipulés par qui? Alors, qui est le plus beau et pourquoi le suis-je? C'est exactement la même chose. Sommes-nous manipulés? Si je réponds non, la deuxième question, c'est par qui? Alors, je pense que la personne devrait me demander, je sais que nous sommes manipulés, mais je ne sais pas par qui. Ou simplement, je sais que nous sommes manipulés, je sais par qui que j'aimerais que tu le dises. Mais sommes-nous manipulés? On vient parler... Non, c'est sérieux parce que j'aimerais qu'on élabore. Oui, on va élaborer. Parce qu'on a vu tantôt dans ta démarche que le libre arbitre était déficient. Flou pas mal. Donc, si l'homme n'a plus de libre arbitre, qu'est-ce qui arrive? Es-tu manipulé? L'homme, c'est pas que l'homme n'a plus de libre arbitre, c'est que l'homme n'a jamais eu de libre arbitre. Non, c'est différent, pareil. C'est pas un changement dans l'évolution de l'homme. Le fait de découvrir qu'on n'a pas de libre arbitre, si on calcule que l'homme en a plus, ça peut créer, si c'est mal interprété, une peur et l'homme va dire on change, on n'a plus de libre arbitre, où est-ce qu'on s'en va? Non, on s'en va pas nulle part, on n'en a jamais eu. Ça marche, ça va encore marcher. C'est différent. Sommes-nous manipulés? Si je me promène le soir dans la rue et que j'ai peur, est-ce que je suis manipulé? Il se passe rien là, puis je suis déjà en état de réaction à quelque chose. Est-ce que je suis manipulé? Ben non, c'est moi qui décide que ça me tente d'avoir peur, puis j'ai peur. Comme vous le dites, ça peut être une réaction de la mémoire à ce moment-là. Oui, mais on est manipulé. Du fait de par la mémoire, on est manipulé. Bon. Qui régit la mémoire? La mémoire elle-même. La mémoire est régie par la mémoire. Eh oui, c'est un gros fiasco de l'évolution. Le mental va s'autorégir d'ici peu. Si j'ai un accident d'auto, alors combien de tiers j'ai été allumé à l'église pour avoir un accident? J'ai un accident, mais j'en désirais pas nécessairement un. Si on veut m'amener la loi du karma, ben c'est une preuve à la manipulation. Si elle n'existe pas, ça ne change rien pareil. Tu n'as pas voulu d'accident, tu as un accident. On peut dire que c'est le hasard. Oui. On peut dire que c'est le hasard, on peut dire bien des choses. Le fait que tu sois ici ce soir prouve que tu as été manipulé. Possiblement. Si on se serait jamais rencontrés, donc il y a un événement qui est passé dans ta vie qui t'a automatiquement forcé à faire certaines choses. Tu as réagi à l'événement à partir de d'autres événements que tu as mémorisés. D'événement en événement, une personne reçoit un billet gratuit, elle est ici ce soir. C'est un événement dans sa vie qui a fait qu'elle était ici. Elle peut attribuer ça au hasard encore. Oui, mais c'est pas elle qui a pris la décision de venir. Et elle croit avoir pris la décision quand tous les événements ont ouvert le chemin pour qu'elle arrive. Et elle croit qu'elle a pris les décisions. Mais si la personne ne lit pas tel livre, n'entend pas parler de telle place, ne connaît pas, bon, si la vie ne vient pas mettre certains événements, la personne n'arrivera pas là. La personne va réagir, puis moi, c'est la même chose. Je suis conférencier, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fin de compte, je suis manipulé.
Mais on peut être manipulé par une force absolument aberrante, puis on peut être manipulé par une force intelligente. Puis l'homme va être contrôlé par une ou l'autre. Pendant un certain moment donné, il va y avoir un conflit entre les deux. Et pour être manipulé, Le terme est-tu trop grand quand il s'agit d'une manipulation ouais, ben, c'est un terme intelligente? employé par un... Dans ce que je veux expliquer, là, tu as dit que l'homme peut être manipulé par une force intelligente ou une force aberrante. Oui. Le terme manipulé, comment une force qui est déjà dans l'intelligence, qui est déjà intelligente, peut-elle manipuler un être humain? Bon, si moi je disais, comme on disait tout à l'heure, qu'une population est en danger parce que la population s'expose à des maladies graves par le fait que la population est malpropre. Bon, on a connu ça il y a quelques milliers d'années. Alors, si l'intelligence veut manipuler la population parce que la population faisant partie d'un plan, OK, qui ne peut absolument pas être compris par la population d'hier et même d'aujourd'hui, si elles font partie d'un plan, elle a un schéma d'évolution, elle a quelque chose à faire, je dois la manipuler si je veux pas qu'elle soit disséminée par La peste ou quelque... les maladies, justement. Donc, elle créera des événements dans le temps. Et oui, elle va créer des événements qui vont amener l'individu, à un moment donné, à dire ou à prendre conscience tout d'un coup que la maladie vient peut-être du fait qu'on est sale. Là, lui va essayer de le dire, là, puis là, il va avoir des problèmes. Parce que la population va refuser cette nouvelle affaire-là. C'est toujours plus facile de rester comme on est, avec nos mémoires, que d'essayer d'aller à un nouveau changement. La mémoire, elle enregistre ce qu'elle sait. L'homme a peur de ce qu'il ne sait pas, de ce qui n'est pas dans sa mémoire ou immédiatement accessible à la mémoire. Alors, ce qui fait que la manipulation par une force intelligente, c'est non seulement probable, mais c'est évident. Présentement, l'humanité s'en va vers certaines choses. C'est plus une prévention qu'une manipulation de la part de cette intelligence. C'est-à-dire que c'est quand même une manipulation. L'homme orgueilleux, son ego lui-même, puis tout le schéma de l'homme se refuse à croire à une manipulation. Même les religions enseignent, les religions manipulent, mais ils enseignent aussi la manipulation intelligente. La religion manipule de façon aberrante, en culpabilisant, en contrôlant, en forçant le monde à venir se confesser. À l'époque, c'était génial, comme ça, le prêtre savait tout ce qui se passait dans le village, pouvait contrôler ce qu'il voulait. C'était l'espion du clergé. Mais il a pu contrôler d'une façon aberrante certaines choses. Mais en même temps, qu'est-ce qui faisait que la religion enseignait pourquoi vous occupez de tout ce qui se passe? Regardez les lys dans les champs. Bon, ils ne cultivent, ne ramassent, ne tissent et quoi que ce soit. Pourtant, ils sont mieux vêtus que Salomon dans sa splendeur. Là, je ne vais pas blesser Salomon là-bas, là. Oui, Mais ça, bon, alors, pourquoi les oiseaux, aux autres, ne sèment ni ne moissonnent, puis pourtant, votre Père Céleste les nourrit? Bref, pourquoi vous entêtez-vous à vouloir créer un chemin propre à vous où rien n'est placé, quand tout a été placé sur un chemin déjà défini, que de toute manière, vous allez être obligé de suivre, mais que vous pouvez arriver en retard sur bien des éléments, ce qui fait que votre vie peut être un fiasco total, parce que sur votre chemin, la facilité est placée, la richesse est placée, tout en abondance, puis même bien plus que l'homme peut en avoir besoin. Alors, malgré que la religion enseigne ça dans ses écrits qu'il fallait adorer, pas comprendre, mais juste adorer, ben, l'Église se servait d'un processus de contrôle, donc de manipulation, pour pouvoir empêcher l'homme de comprendre ce qu'elle enseignait elle-même. Bon, il y a une autre question qui s'apparaît à La celle-là. manipulation n'est pas dangereuse, c'est un fait qui est bienvenu. Tout est là pour nous autres. Comment savoir qu'on est manipulé par l'astral? Bon, en posant une question comme ça, on a encore la réponse. C'est évident que la personne n'est pas mentale en posant une question comme ça pour la simple raison qu'elle saurait. Tant que tu es dans le doute, on peut dire que tu commences à te libérer d'une manipulation qui peut être astrale, émotive. C'est-à-dire... Mais tu t'approches d'une autre manipulation qui, elle, est de plus en plus intelligente. Parce que moi, si je bois de l'eau, c'est parce que j'ai appris que l'eau était bonne. En partant, c'est pas un désir, c'est pas un choix que je fais que je bois de l'eau. Parce que si je bois de l'arsenic, je peux faire le choix d'en boire, moi mourir, pas le choix. Si je bois de l'eau, c'est parce que j'ai appris que. Donc, je réagis à mes connaissances mémorielles et je bois de l'eau. Mais c'est pas un choix. Okay? L'homme a toujours l'impression, parce que l'homme ne perçoit que l'événement présent même, d'accord, sans en percevoir toute l'étendue qu'il a autour de lui de son événement. Ce qui fait que l'homme a toujours l'impression de prendre un choix quand l'homme vit un événement ou quand l'homme entreprend un événement. Mais en réalité, l'événement est là pour que l'homme puisse l'entreprendre. C'est pas l'homme qui le décide. Alors, comment savoir si on est manipulé par l'astral? C'est simple. Tant que l'émotion vient perturber notre possibilité de réflexion,
On est manipulé par les forces astrales. Alors moi, si je veux déménager, si je veux m'acheter une auto, puis que je tripe bien dur dessus, puis que je suis même pas capable de réagir intelligemment pour savoir si je peux ou non, je peux laisser mes forces astrales avoir du plaisir. Mais quand vient la décision mentale, c'est le mental qui ne le prend pas, l'astral. L'intelligence doit prendre sa place, puis faire son travail. Alors, tant que les émotions viennent perturber, si vous trouvez un arbre beau, ben, l'astral est encore C'est proche. pas normal de trouver un arbre beau. C'est normal. Manipulation astrale. C'est de la façon dont vous parlez que je pose Non, la c'est question. normal. Dans le schéma évolutif de l'homme. Je suis pas manipulé parce que je regarde un arbre beau. Bon. Non, mais c'est intéressant à savoir parce que je vous dis, si vous allez développer un sentiment de culpabilité, moi je trouve la chaise belle. Mais là, j'irai plus loin. C'est ça. C'est mon mental qui réagira en cause. Bon, Là, je vais alors, dire, ben voilà. non. Si je développe Daniel un Kemp a dit que. sentiment- Oui, c'est tout mémoriel. C'est ça. C'est juste astral. C'est juste émotif. Puis c'est ce que je dis. T'es manipulé par les forces astrales. Puis ça, c'est pas dangereux tant que l'homme est bâti pour être manipulé par des forces astrales. Mais l'astral lui-même a généré un mental. L'astral lui a donné naissance. Puis là, le mental va s'en séparer. Et puis l'homme doit commencer à être dirigé par une force de plus en plus intelligente dont le réceptacle va être le mental. Merci. C'est une autre question dans le même sens. Si je suis manipulé, pourquoi le karma existe-t-il? Ah oui, mais C'est toutes des questions qui reviennent qui. le karma, ça voudrait dire cause et effet. Alors, si je suis manipulé, pourquoi le karma existe-t-il? Si toi, tu prends ta main et que tu la mets dans de l'acide sulfurique, moi, je peux dire que tu vas avoir un karma douloureux à payer. Toi, tu peux dire que c'est une loi de l'évolution. Mais c'est une loi de cause et d'effet, pas une loi d'évolution. Tu mets ta main dans l'acide, l'effet va être un effet d'acide. C'est en fait une non-conscience de l'ordre établi déjà. Oui, et que toi, tu essaies de perturber. Puis en le perturbant, automatiquement, lance un marteau dans les airs, puis il va te retomber sur la tête. C'est ça la loi Si on du karma. si on connaît pas la loi de la gravité. Oui, exactement, exactement. Si tu connais pas la loi qui régit le monde dans lequel tu es assujetti à la loi du karma, parce que tu fais quelque chose, tu as l'effet. Ne comprenant pas cette chose-là, tu calcules que c'est des dettes que tu as à payer. C'est interdit de lancer un marteau dans les airs parce que ça te revient sur la tête. Non, c'est plutôt de là si tu connais la loi de la gravité ou il y a plusieurs choses. Mais quand tu commences à connaître Oui. les lois de l'homme, les perturbations qu'il crée, qu'il lui-même appelle loi, donc la loi du karma, vont disparaître. Tu es assujetti à ça par tes mémoires. Tu es aussi assujetti à ça par l'incompréhension que tu as des lois ambiantes. Mais si je suis manipulé, pourquoi le karma? C'est évident que si je lance mon marteau dans les airs et que je reste là, j'ai pas le choix, il me tombe sur la tête. Le fait même qu'il y ait un karma prouve que je suis manipulé. Donc, la vie, c'est comme une game de Monopoly. Sauf qu'on connaît pas les règlements, puis lorsqu'on subit la défaite, on en souffre. C'est ça qu'on appelle ça le karma, mais c'est rien que parce qu'on connaît pas le règlement même du jeu de la vie. Parce que Mais pourtant, il y a des initiés qui sont venus nous l'apprendre. c'était suppo- bon pour supposément. pouvoir simplement mettre des barrières pour pouvoir contenir l'homme dans un certain chemin. Tant que Comme toi, un tu passes- gorille, on lui met des barrières pour pas qu'il se pousse pour le garder Ah oui, pour mais toi, tu mieux. passes ton temps à lancer ton marteau dans les airs puis tu tombes sur la tête. À un moment donné, moi, je vais t'enseigner une loi qui est de cause et d'effet. Je la définis bien pour qu'à un moment donné, quelqu'un puisse la comprendre de la façon dont elle doit être comprise. Mais l'homme qui ne peut pas la comprendre apprend qu'à certains effets ou à certaines choses qu'il va faire, il y a des effets qui lui reviennent, qui peuvent lui être bénéfiques et qui peuvent lui être maléfiques. Mais la loi elle-même, c'est simplement une chose qui est surgie de l'incompréhension des lois ambiantes de l'évolution de l'homme. Le karma lui-même n'est pas là pour punir. C'est une loi de cause et d'effet. Quand tu brasses de l'air, il y a de l'air qui est brassé. C'est pas pour punir. Bon, une autre question aussi. Est-ce que ta perception a été acquise par la souffrance et ensuite par la compréhension au jeu de la souffrance? Oui, je pense que. Alors, est-ce que ta perception a été acquise par la souffrance et ensuite par la compréhension au jeu de la souffrance? Alors, on revient à la souffrance, on revient à la défaite. Oui, moi, comme n'importe quel être humain, j'ai été assujetti à la souffrance. J'ai vécu dans la souffrance, pas seulement dans cette vie-ci, mais j'ai souffert.
Et il fait qu'à un moment donné, ben, de souffrance en souffrance, on se pose des questions, on finit par se rendre compte, puis ça, l'humanité va le faire elle-même. Moi, j'en parle présentement, ça a l'air extrêmement facile, mais la souffrance, c'est une école dans le sens que la souffrance t'apprend à un moment donné à te débarrasser de la souffrance. C'est comme les gourous. Euh, Quelle que soit la chose, okay, quel que soit l'événement évolutif dans lequel l'homme doit être trempé, d'être baigné pour arriver à évoluer. Alors, c'est quoi évoluer? C'est se débarrasser de la chose dans laquelle il est trempé. Qui le trempe, Bon, si ce n'est pas la loi du karma? oui, qui le trempe? Alors, quand je te dis que l'homme est manipulé par une force intelligente, par une forme d'énergie intelligente qui le trempe. On en reviendra plus tard, plus loin dans le temps sur ces formes intelligentes-là, pas ce soir, mais c'est ça. C'est que la perception, la souffrance même, à quoi ça? La souffrance ne peut pas faire autrement un jour par finir par t'apprendre à te débarrasser d'elle. Quelle que soit l'école initiatique vitale, c'est-à-dire qui a rapport à la vie dans laquelle l'homme est placé, c'est là seulement et spécialement pour permettre à l'homme de s'en libérer. Si tu souffres, un jour tu souffres d'appréhension. Donc, par certains chemins qu'on t'a placés, parce que tu ne peux pas faire autrement vu que tu ne comprends pas, tu as des blocs, des écoles dans lesquelles tu es placé. Une école peut durer des générations et même des millénaires. Tu as la souffrance, tu as la peur, tu as l'inquiétude, tu as la recherche, tu as le désir, tu as l'espérance, tu as... C'est toutes des écoles qui, un jour, vont t'enseigner leur inutilité. Et quand tu ne croiras plus que ces écoles-là sont des lois immuables dans lesquelles l'homme a été placé sans espoir d'en sortir, quand tu ne croiras plus à ça, quand tu vas commencer à voir tes limites au-delà de ce que la conscience sociale, la conscience, on pourrait dire génétique de l'humanité a établi, quand tu vas commencer à voir au-delà de ces limites-là, tu vas commencer à te libérer lentement des limites de la souffrance, de la défaite, de la peur, pour la simple raison que tu vas apprendre à quoi sert la peur, à quoi servent ces écoles-là. Ils servent simplement à t'apprendre qu'ils ne servent à rien. Tu es dedans, tu y crois, tu vis dedans, tu calcules que c'est un phénomène que tu dois vivre, que tu dois laisser s'extérioriser, que tu dois même quasiment générer, tu dois vivre tes émotions. Il n'y a aucun problème. Mais tant que tu vas vivre tes émotions vont être là et ils vont pouvoir te contrôler. C'est pas dans le contrôle des émotions que l'émotion disparaît. C'est dans l'évolution inconsciente puis inconditionnelle de l'homme. Alors, il fait un moment donné où c'est que certaines douleurs, je te parle encore un qu'au niveau de ça. Tu as une douleur, une souffrance. Je te dis que l'émotion, à un moment donné, tu ne la contrôles pas, mais elle s'efface. Alors, s'il t'arrive quelque chose qui te rend extrêmement joyeux, ça peut être, par exemple, de rencontrer une personne, n'est-ce pas, puis de passer une soirée agréable ensemble. Là. Ça peut te rendre extrêmement joyeux. Là. Imagine la suite. Bon. Alors, si cette chose-là te rend extrêmement joyeux, tu as une intensité émotive qui dure un certain temps. Mais tu n'as pas le choix. Au cours des temps, ben, à un moment donné, tu ne seras même pas capable de faire surgir de ta mémoire le fun que tu as eu cette fois-là. Tu as une déception, une mortalité, quelque chose comme ça fait mal. C'est une souffrance. Tu ne peux pas l'emporter avec toi, la souffrance. Il va venir un temps où tu vas être capable de parler du disparu, puis ça ne touchera pas. Quel phénomène, dans la psychologie de l'homme sera c'est le passé quand ça arrivera. C'est-à-dire que si moi je perds mon père demain matin, Oui. dans 10 ans, je vais en parler, ça me fera plus rien. Ben Puis, oui. au moment où je le perds, ça va me faire de quoi? Oui. Ou 2 ans après, ça va me faire de quoi? Pourquoi? Simplement à cause du reniement, à cause de la lutte que toi, tu vas intenter contre la réalité, à partir du désir, des craintes et des peurs que tu as, tu voulais que ton père reste vivant parce que ton père était jovial, donc il t'amenait du plaisir, ton père t'amenait une sécurité, tu le connaissais, la vie est bouleversée et tu reprends conscience en pleine face que tu vas mourir un jour toi aussi, que la mort est là. Bon, c'est peurant. C'est peurant parce qu'il est compris. Alors, ce qui fait que l'importance que tu attaches à tout cet événement-là, parce que tu ne vois pas comment t'en sortir, c'est que ça devient une crise. Tu vas être capable de vivre sans lui, mais il y a tellement de choses qui vont changer que tu n'as pas le choix, on parle encore de manipulation, que l'astral, toute ton émotivité ne sait pas comment elle va pouvoir faire face à tout ce qui est nouveau. Tu as peur, tu es en crise, et tu attaches une importance énorme au fait que ton père soit disparu. Et tout ce qui ne veut pas que le père disparaisse, tous les peurs et les craintes vont donc venir en conflit avec la perception de la réalité qui est le décès. Mais au cours des temps, mettons tu parlais de 10 ans plus tard, tu as appris à vivre sans lui.
tu as appris à en parler avec maintenant une nouvelle confiance, tu as ton logement maintenant, tu t'es fait des amis, tout ce qui avait peur et qui était en conflit, en lutte contre la disparition de ton père, a été servi par l'apparition d'amis, par un film qui l'a rassuré, par l'entrée dans une philosophie ou une religion ou une école. Ce qui fait que tous ces craintes-là ont pu être lentement assoupies par l'arrivée de différentes choses, ce qui fait que l'importance que tu attachais à l'événement de la disparition de ton père est extrêmement diminuée parce que tu n'as plus la crainte, tu n'as plus la peur, tu n'as plus ça, ce qui fait que tu es prêt à continuer à vivre. En fait, il n'y a plus de choses observées et d'observateurs. Il y a unité entre les deux. Il y a C'est-à-dire une que réalité. c'est passer un peu vite à la conclusion, ça conclut par ça dans 20 minutes de conférence. Si je continuerais, là c'est un peu rapide, tu sautes des étapes. Mais il vient un moment donné où c'est que l'important, simplement, c'est juste ça qui est important, c'est que si moi je souffre une défaite, c'est que j'attache de l'importance à l'événement qui se passe, puis tout ce que j'aurais voulu qu'il se passe, là, ça se passe pas, puis pour moi c'est important, puis là, tout ça se lutte, et voilà l'homme en crise. Mais quelques années après, ben là, j'ai tout ça mes affaires, ça s'est passé, mes désirs ont changé, tout ça. Fait que l'importance étant disparue, ben je vis très bien. Quand je parle que c'est illusion d'être en défaite, c'est illusion d'avoir peur, tu le vis en réalité parce que tu ne comprends pas. Tu t'attaches une importance à une chose qui n'en a pas. La preuve qu'elle n'en a pas, l'importance va disparaître au fil du temps. Merci. Une autre question. Comment être bien dans notre peau quand on n'est pas intelligent comme vous? L'intelligence, c'est pas une chose qui est donnée à une personne. Alors, je ne suis pas intelligent. L'intelligence, c'est simplement une forme. Premièrement, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est que le mot intelligence. Oui, c'est ça qu'on va faire. Premièrement, la question ici reflète différents phénomènes astrales. L'intelligence même, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Et certaines personnes sont créatives parce que l'idée est là, la personne s'en empare et puis elle peut l'exprimer. L'intelligence même, c'est une chose qui est l'apanage de l'homme, une chose qui va être donnée à l'homme, c'est-à-dire qu'elle est déjà là, mais l'homme va commencer à apprendre à s'en servir. Et au lieu d'avoir peur de ce qu'il va découvrir en étant en contact avec cette intelligence-là, l'homme va commencer simplement à la vivre et à l'exprimer. Comment être bien dans sa peau? Si la personne me demande cette question-là, quand on est intelligent comme vous, c'est soit qu'elle pense que je ne suis pas bien dans ma peau, comment être bien dans sa peau quand on est intelligent comme vous, ou encore elle admet le fait qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Le fait d'être bien dans sa peau, c'est quoi? C'est des termes qui veulent simplement dire être bien, être correct. Alors une personne qui n'a pas peur est correcte. Une personne qui a peur a des moments où elle est bien et des moments où elle n'est pas bien. Alors, vous rattachez beaucoup de choses à la peur. La peur, vous utilisez l'insécurité de ne pas savoir du lendemain, la peur du lendemain. C'est que la peur, non, ça c'est des différentes définitions du mot peur. Mais quand on balaye la peur, on balaye la peur. On n'a plus peur du lendemain, on n'a plus peur d'hier, on n'a plus peur de mourir, on n'a pas peur de son patron, on n'a pas peur de nos idées, on n'a pas peur de ce qu'on dit et ni de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, c'est pas épeurant. C'est ce qu'on fait avec qui peut devenir traumatisant. Pas ce qu'on entend, ça c'est pas dangereux, des paroles dans les airs. Mais être bien dans ta peau, c'est quoi? C'est une personne qui réussit à connaître ses émotions. C'est une personne qui réussit à prendre conscience de son émotivité. Une personne qui réussit à prendre conscience de son intellect, de sa force mentale. Et c'est une personne qui est capable de laisser vivre les émotions là où elles ne perturbent pas le mental, là où elles n'affecteront pas l'être, dans sa possibilité de réagir aux événements. La personne commence à être bien dans sa peau. Parce qu'une personne qui est émotive et qui se laisse contrôler par l'émotion va continuellement rechercher un bien-être dans sa peau par le fait même que, ayant quelque chose qui lui donne un bien-être, l'émotivité ne peut pas savoir s'il va y avoir une continuité dans cet état-là, c'est-à-dire si la chose va rester là tout le temps, ou pire, si elle va continuer à aimer la chose, si la chose reste. Alors, ce qui fait que une personne qui est contrôlée par ses émotions, qui recherche un bien-être dans sa peau, c'est une chose que moi je ne recherche pas, mais une personne qui recherche un bien-être dans sa peau va chercher un bien-être psychologique, un bien-être intellectuel, un bien-être matériel, un bien-être énergétique, vital, sexuel, mais continuellement, cette personne-là va être assujettie à la recherche et à l'entretien de cet état de bien-être. Donc, elle est toujours assujettie à l'état de malaise, à l'état de peur, à l'état de crainte de perdre,
à l'état de crainte de ne plus être bien avec, à l'état de crainte de ne plus désirer. On se marie, on est bien ensemble, on s'aime. Mais on a quand même la crainte qu'à un moment donné, lui m'aime plus ou que moi je l'aime plus. Alors, ce qui fait que dans n'importe quelle chose, c'est pareil. Non, à un moment donné, quand on est intelligent comme moi, là, on veut pas être dans un état de bien-être, on veut pas être bien dans sa peau. Puis l'homme va finir par être simplement ce qu'il est sans chercher à être autre chose. Parce que le temps qu'il cherche à être autre chose, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est. Puis il m'a dit franchement, ce qu'il cherche, c'est souvent ce qui est déjà. Merci. C'est pas une phrase philosophique. C'est un fait. Si chaque individu utilise un langage et des mots selon sa propre perception, à quoi ça sert de se parler? Bon, ben déjà en partant, si la personne pose la question, c'est qu'elle a la réponse. Hein? Ça permet de communiquer une somme d'informations d'une place à une autre. Alors, l'écrire ou le parler, c'est la même chose. Le langage, c'est important. Le langage, c'est ce qui a permis d'avoir du matériel. Malgré les déformations, le langage porte quand même une conscience, une idée, une intelligence, une idéologie, un concept, d'un endroit, d'une forme corporelle, d'un être humain à un autre. Par écrit, c'est encore mieux, ça dure plus longtemps. Par vidéo, c'est encore mieux par cassette avec. Le langage sert à quoi? À quoi ça sert de se parler? Quand on sera parfaitement télépathe, la question ne se posera même pas, va être élucidée. En attendant, ben, c'est évident que le langage est important. Parce que même si on déforme, si moi je parle d'un hippopotame, tout le monde a vaguement la même idée de ce que peut être un hippopotame. Si moi je parle d'une fleur, tout le monde a quand même une idée, non pas de la couleur, non pas, mais je peux quand même parler d'une fleur rouge, d'un pied de haut, avec 3 feuilles, etc. Ce qui fait que même si mon langage peut être déformé par l'auditeur, si l'orateur est capable de définir de plus en plus et de plus en plus clairement, et que l'auditeur est capable de raffiner de plus en plus clairement sa capacité de comprendre, ben, le langage a de plus en plus une importance capitale dans l'évolution et dans le développement de l'humanité. Présentement, c'est notre seule possibilité de communication directe et intelligente. Alors évidemment, c'est important qu'on s'en serve, même si on s'en sert pas encore de la meilleure façon. Bon, donc le langage, plus l'être raffine son concept, plus il y a une communication plus grande. Plus l'être va raffiner son langage. Son langage. Le langage est attribué au mot. Eh oui. Et le mot au concept. C'est pour ça qu'à un moment donné, on parle d'astral, on parle d'émotivité, on parle de mémoire, on place la mémoire dans un contexte, on change de nom pour le mental, on change de nom pour... Ben, ça peut être un synonyme au niveau de l'intellect. Alors lentement, il y a des termes qui sont rapportés à l'humanité, des termes qui sont apportés pour pouvoir mieux communiquer de plus en plus les informations et les connaissances qui sont données à l'homme. Et c'est pas de se dire, c'est un Québécois, s'il viendrait de France, on pourrait l'écouter, ou s'il serait religieux, ou s'il viendrait de je sais pas quoi, ou s'il aurait 86 ans. À un moment donné, l'homme doit passer par-dessus ces choses-là et prendre la connaissance là où elle est. Moi, j'ai du monde qui sont plus jeunes que moi, puis ils m'ont dit franchement qu'ils m'enseignent, puis c'est pas épeurant, c'est merveilleux. Je perds moins de temps. Le langage, très, très important. Le langage. L'attachement au mot est-il important? Non, il faut n'importe quand être prêt à admettre que le mot qu'on utilise pour dire quelque chose n'est pas la même base de support pour définir la même chose pour l'autre. Ce qui fait que si moi je parle de mémoire, il faut que je sache, que je sois prêt à admettre que pour toi le mot mémoire peut avoir une autre signification. Ça va éviter qu'on ne s'astinera pas sur le mot mémoire, qu'on va être capable, s'il y a heure, bon, c'est quoi pour toi la mémoire? Tu me la définis toute avec le nombre de mots que tu utilises. Ah là, je commence à comprendre. Alors là, moi, je peux te dire, alors ben pour moi, la mémoire, c'est telle affaire. Alors le fait qu'on puisse ne pas s'attacher éperdument au mot même qu'on emploie, Dieu c'est ça. Ah, Dieu c'est ça. Ben, parlons-en comme il faut, puis à un moment donné, on va pouvoir dire, ah ben moi, Dieu, je voyais ça, toi, puis toi, tu voyais ça. Ben moi, ça, j'appelle ça telle autre chose. Mais c'est vrai que ça peut être Dieu, puis toi, tu sais, bon, à un moment donné, c'est ça. Si on s'attache pas trop à nos mots, là, le dialogue va être plus long. Le dialogue va être bien mieux. Mais plus on va vibrer pareil, le mot va communiquer une énergie, et télépathiquement, il y a une autre forme d'énergie qui suit, qui amène la compréhension du mot, et qui amène une déformation de moins en moins grande du vocabulaire. Ça ajuste un peu le mot, on pourrait dire. Oui, nos mots viennent de plus en plus en résonance, puis on commence à se comprendre de mieux en mieux. Le langage est très important, il va l'être de plus en plus. On va évoluer, puis l'humanité va se développer surtout par le langage. Ah, une question.
La conscience émotive, elle est le reflet... Tu peux lire Moi, le j'écris mot, là? mal. Moi, je suis habitué de lire mal. La conscience émotive est-elle le reflet d'une quintessence, sans doute, quintessence, comme c'est la conscience mentale ou la conscience émotive, comme l'est, ok, je répète, la conscience émotive est-elle le reflet d'une quintessence, comme l'est la conscience mentale ou la conscience émotive est-elle une sorte de parent pauvre de la conscience intellectuelle? Or, la conscience émotive serait effectivement une quintessence, on pourrait dire un summum, une apothéose, une, euh, une fin merveilleuse de tout le schéma émotif, de tout le schéma mémoriel de l'homme. De l'homme. Oui. La conscience émotive, c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire par rapport à l'émotivité. C'est quelque chose qui est capable de voir dans un laps de temps indéfini, minuscule, toute l'émotivité même de l'homme et sa mémoire. C'est une quintessence, c'est-à-dire que c'est extra. Mais elle a engendré un fils qui s'appelle le mental. Le mental peut travailler à partir des expériences enregistrées au niveau de la mémoire et des mots qui vont être assujettis à ces expériences-là. À partir de ça, le mental peut travailler. Le mental a été enfanté par la quintessence astrale ou mémorielle. Mais sauf qu'il faut simplement, comme dans n'importe quoi, et l'homme est le reflet même de l'astral, l'homme s'attache à ce qui est vieux puis refuse le changement ou accepte un changement très lent qui va pouvoir accréditer ce qui est vieux. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que présentement, l'astral, l'émotivité, a engendré le mental et veut se servir de la possibilité qu'a le mental de travailler logiquement sur l'extérieur pour pouvoir répondre à ses besoins, à ses désirs, à ses craintes, à ses peurs. Mais le mental, lui, va se détacher de l'astral, de l'émotivité, parce que le mental a beau être né de l'astral, le mental, à un moment donné, est logique. Étant logique, il va se rendre compte de l'illogisme de l'astral, puis il a tendance à s'en détacher. L'intelligence se rapproche. Présentement, alors, la conscience mentale, c'est né de la conscience émotive, la conscience astrale, mais la conscience astrale est dans son apothéose, puis lentement, elle va descendre, elle va retourner à sa place, puis c'est la conscience mentale qui va commencer à devenir apothéotique à un moment donné. Avant la conscience émotive, existait quelle conscience? Si la conscience mentale que nous connaissons... On pourrait parler d'une conscience qui est matérielle, une conscience qui est vitale, dans le sens que la forme du corps, la mémoire corporelle a toujours été gardée. Les cellules savent où se placer, que ce soit des cristaux, que ce soit du bois, que ce soit un corps physique. Il y a eu une certaine prise de conscience de la mémoire corporelle, de la mémoire physique, de la mémoire vitale, mais c'est une conscience qui est absolument différente de la conscience émotive. Autant que la conscience émotive va être différente de la conscience intelligente qui s'en vient. Donc, plus en plus dans le temps, l'homme se rapproche de ce que vous appelez, vous, l'intelligence. À Oui, travers un l'homme est déjà processus. dans l'intelligence, sauf que certains y sont de plus en plus, mais l'homme a déjà rentré dans son intelligence. La société le sait. C'est pour ça que l'homme a de plus en plus peur de choses qui peuvent arriver. L'homme se rend compte que toutes les constructions matérielles qu'il a faites pour pouvoir suffire à son mental, à sa peur, à sa crainte, on parle d'armement, on parle de toutes ces choses-là. Alors l'homme, avec toutes ces choses-là qui ont été créées par le mental pour pouvoir répondre aux désirs astrales, aux craintes astrales, l'homme en arrive à une conscience assez intelligente pour pouvoir dire « Oh, les moteurs, dangereux ce qu'on fait là, ça n'a pas d'allure, c'est dangereux pour l'humanité ». La prise de conscience que l'homme fait présentement, hélas, est ramassée par l'astral pour entretenir ses peurs. Alors l'homme a peur de l'apocalypse, l'homme a peur, au lieu de réagir intelligemment à cette prise de conscience que là, on est rendu dans une époque dangereuse par rapport à tout ce qu'on peut avoir techniquement pour détruire, au lieu de réagir intelligemment puis de se dire, il y a ça à faire, l'homme ne peut pas le faire parce que l'homme se dit, si je fais ça, l'autre le fait pas, l'autre m'attaque. Bon, alors simplement qu'on a simplement plus peur avec cette prise de conscience-là qui est mineure. Mais l'homme est dans l'intelligence. La preuve, justement, c'est qu'il peut se rendre compte des dangers que peut causer son mental, son astral, quand l'astral contrôle le mental. Il se rend compte, il fait une prise de conscience. Mais comme il est manipulé, il ne peut pas agir. Non. Comme vous disiez tantôt. C'est en ça. fait. Sauf que la manipulation est toujours déterminée par l'état d'évolution de la chose à manipuler. Ça, c'est très, très important. Alors, la manipulation peut empêcher l'homme d'arriver à un apocalypse, mais la manipulation ne peut pas manipuler un organisme qui n'est pas prêt à être manipulé selon une certaine direction.
Si l'homme n'est pas prêt à être manipulé, si l'homme n'est pas prêt de lui-même à sortir de l'Apocalypse, l'homme doit être manipulé. Mais si l'homme n'est pas rendu à un point où il peut être manipulé pour sortir de l'Apocalypse, l'homme inéluctablement va s'en aller en Apocalypse. Mais là encore, là, ce ne sera pas l'homme qui va l'avoir désiré, il reste manipulé. Mais on ne peut pas dire que la manipulation va faire que l'homme va s'en sortir parce que les intelligences supérieures veulent que l'homme s'en sorte. Ils ont tout fait pour que l'homme s'en sorte parce qu'ils ont besoin de l'homme. Ça, avec, on reviendra plus tard. Mais les intelligences ont besoin de l'homme. Mais la chose qui est manipulée, si elle n'est pas prête à être manipulée, si ton enfant de 3 ans qui veut traverser la rue, tu peux le manipuler en lui donnant une claque ses fesses. Mais si ton enfant de 3 ans n'a pas de sensation physique, tu le frappes, tu lui coupes une jambe puis tu ne le sens pas. Tu peux pas le manipuler comme ça. Là, il va falloir que tu cherches en tabarouette comment le manipuler, puis il risque de traverser la rue et de se faire frapper. Alors, c'est très, très important, ça. Le manipulateur peut manipuler qu'à la condition que la chose à manipuler soit prête à être manipulée dans le sens où le manipulateur veut manipuler. Oui, c'est complexe et ambigu, mais on essaie de suivre. Si on revient à la défaite, ce fameux homme nouveau qui n'est presque manipulé par une intelligence ne connaîtra plus la souffrance, donc la défaite. C'est-à-dire que l'homme ne connaîtra Selon vos plus dires. Non, selon vos interprétations Bon, d'accord, de mes dires. c'est ça. Parce qu'on n'a pas grand temps pour pouvoir expliquer tout ça. C'est important. C'est important. On revient à la défaite. L'homme va subir la défaite. L'homme va vivre des événements défaitistes, noirs, négatifs. Mais l'homme n'y échappera pas parce qu'une intelligence supérieure va venir l'aider. L'homme y a cru longtemps, ça a été enseigné longtemps pour donner de l'espoir à l'homme, et l'espoir était la base, était le support sur lequel l'homme pouvait accrocher toute sa mémoire et son émotivité pour pouvoir lui donner une raison d'être, et l'homme a pu, à partir de là, continuer son cheminement, son évolution, malgré qu'il ne comprenait rien de ce qui se passait. Et l'homme ne savait même pas que la pluie venait des nuages, il pensait que c'était les dieux qui chicanaient, ou qu'il allait aux toilettes. Bon. Alors, qui fait que malgré tout ça, en ayant l'idée que des êtres lumineux, des êtres divins vont venir aider l'homme, l'homme a pu s'en servir comme support pour évoluer. C'est un fuel, en fait. Oui, mais présentement, le fait que toi tu dises, bon là je souffre, mais à un moment donné, je vais avoir un être de lumière qui, non. Tu vas devenir un être de lumière en ton temps. Puis en ton temps, étant ça, tu ne souffriras plus la souffrance. C'est le seul but de ma question, c'est de savoir si l'homme, un jour, c'est suffisant. L'homme va y arriver, mais de par lui-même, malgré qu'il est manipulé. C'est-à-dire que l'homme, à travers ses clôtures, certains hommes se tiennent à gauche, d'autres se tiennent à droite. Ceux qui se tiennent à gauche, à un moment donné, vont prendre un autre chemin. Ils n'ont pas le choix. Ceux qui se tiennent à droite vont prendre un autre chemin. Ils n'ont pas le choix. Il y a du monde qui vont cesser de souffrir. Il y a du monde qui entretiennent la souffrance, qui tiennent à la garder, qui vont se créer des maladies physiques pour pouvoir mieux exprimer leur souffrance, qui veulent vivre leur souffrance, puis qui, à des riens, vont souffrir. Bon, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la défaite. Je voudrais savoir si, M. Kemp, vous avez d'autres activités que les conférences que vous donnez ici présentement. Oui, à part donner des conférences et puis vivre. Effectivement. Ben, comme activité, vu que tu me le demandes, j'organise des séminaires intensifs où justement on suscite des événements pour permettre à l'homme, à travers certains événements, de prendre conscience de sa conscience astrale et de sa conscience mentale, de faire le pas entre les deux et de discerner les deux, ce qui fait que là, en partant, il y a beaucoup de phénomènes qu'on appelle négatifs, de polarisation négative, qui peuvent être enrayés par leur compréhension. On parle de la peur, on parle encore de la défaite, on parle de ces choses-là. L'individu va vivre un séminaire, l'individu va être transformé lors du séminaire, c'est le résultat que ça donne, mais après le séminaire, au contact de la société, l'individu va redevenir un peu normal, mais au cours du temps qui va suivre, l'individu va pouvoir revivre de plus en plus, puis ça peut accélérer le processus d'évolution de ceux qui vont venir. Ceux qui vont venir ont à y être. Et puis, on donne une conférence tous les deux dans 3 semaines sur... La peur... Pourquoi la peur? Pourquoi la peur de la oui. On va donc poursuivre un peu plus loin la défaite et la peur, puis je pense qu'on va pouvoir aller pas mal plus profondément. Merci beaucoup, M. Kemp. Ça fait plaisir.